Ils sont 5 jeunes boursiers sélectionnés parmi une trentaine de postulants à s'envoler ce soir pour la France. Ils vont étudier dans le domaine des mines qui est sur le volet. Ces jeunes viennent de la 13e promotion du programme 300 jeunes cadres pour le Mali. La Côte d'Ivoire demande à la Banque mondiale un doublement de son aide, soit 500 millions de dollars de plus par an. La demande a été faite à l'occasion de la tournée africaine entamée par le président de l'institution financière Jim Yong Kim. Mali-Botswana, c'est ce samedi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2013. Un prélude à la rencontre, l'association des journalistes sportifs du Mali exhorte la presse sportive à jouer pleinement son rôle, celui d'incitateur au fair play. Merci de nous rejoindre sur votre télévision nationale. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Nous sommes mercredi 5 septembre et comme chaque mercredi, s'est tenu le Conseil des ministres. C'était sous la présidence du chef de l'État, professeur Djonkouda Traoré. Ibrahima Djomili est à mes côtés sur ce plateau pour nous livrer le contenu du communiqué de conseil. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Nélia, mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons. Directeur général de l'administration des biens de l'État, Boubacar Kardigué Koulibaly, inspecteur des impôts. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, conseiller technique, Ahmed Mohamed Yahya, administrateur civil chargé des missions, Cheikh Oumar Dambélé, juriste. Au titre du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, chef de cabinet, Ousmane Kone, ingénieur conseiller technique, Sidi Aïdara, contrôleur général de police. Au titre du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, conseiller technique, Madame Si Awab Diallo, administrateur civil. Chargé des missions, Abdul Karim Kone, informaticien, Madame Awa Touré, gestionnaire. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire, chef de cabinet, général de brigade Mamadou Balo, conseiller technique, Ali Diop, planificateur, Mamadou Wan, ingénieur des constructions civiles, Famoussa Bamba Sissoko, magistrat, chargé des missions, Amadou Mahaman Sango, journaliste et réalisateur, Iriba Diara, administrateur civil. Au titre des communications, au titre de la présidence de la République, commissariat à la sécurité alimentaire. Le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la situation alimentaire et à l'évolution des prix des produits agricoles. S'agissant de la situation alimentaire, d'une manière générale, la situation alimentaire s'est améliorée dans l'ensemble du pays, de même que les conditions générales du cheptel. L'amélioration de la production primaire de la biomasse fourragère à travers le pays a également favorisé l'augmentation de la production laitière, contribuant ainsi à améliorer l'alimentation des populations pasteurs. Si pour les personnes déplacées du Nord vivant dans les camps, la situation alimentaire est acceptable, pour celles vivant en dehors des camps, la situation alimentaire est tributaire des moyens des personnes déplacées et des familles d'accueil. Le gouvernement a décidé de reconstituer les stocks nationaux de sécurité et de poursuivre la distribution alimentaire gratuite aux populations en détresse dans la région du Nord et dans le cercle de Douanza à travers les organisations humanitaires. S'agissant des prix des produits agricoles, les prix pratiqués au détail placent notre pays en position médiane pour toutes les céréales. Au titre du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, le Conseil des ministres a entendu une communication relative aux mesures envisagées suite à l'éboulement survenu à Sikoro, Sourakabougou, en commune 1 du district de Bamako. Suite à l'éboulement de la colline sur des bâtiments à Sikoro ayant entraîné la mort de 4 personnes, le gouvernement a procédé à l'identification des zones à risque d'éboulement et au recensement des familles concernées. Le Conseil des ministres a décidé d'installer provisoirement les 144 familles identifiées à un endroit approprié et un site sera identifié dans un délai de 3 mois pour leur recasement. Nana Aliou.
Merci Ibrahima. À présent, la suite de ce journal, comme je vous le disais dans le sommaire, ils sont 5 jeunes boursiers sélectionnés parmi une trentaine de postulants à s'envoler ce soir pour la France. Ces jeunes viennent de la 13e promotion du programme 300 jeunes cadres pour le Mali. Ils vont étudier dans le domaine des mines et ambitionnent de revenir servir leur pays. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé cet après-midi donc une cérémonie à l'occasion de leur départ. Le reportage est signé Mohamed Diarra. Depuis la création de la bourse d'excellence en 2000, c'est une véritable occasion d'émulation qui est créée entre les élèves. Cette année, ils sont seulement 5 élèves à être déclarés admis au concours d'excellence parmi 30 postulants. Ce petit nombre de boursiers d'excellence s'explique par le faible taux de réussite au bac cette année. Avec leur mention bien et très bien, ces excellents regagnent dès ce mercredi soir la France, où ils doivent poursuivre leurs études supérieures. Ils constituent la 13e promotion de la bourse d'excellence relevant du programme 300 jeunes cadres pour le Mali, l'un des fleurons de la coopération franco-malienne dans le domaine de l'éducation. C'est un programme dans lequel nous travaillons ensemble à respecter les engagements de la Convention par lesquels le Mali avait établi un certain nombre de besoins de formation de cadres pour le bien du pays. Ces lauréats vont étudier dans le domaine des mines avec un seul objectif, revenir servir le Mali. Du moins, c'est l'une des clauses du contrat entre eux et l'État malien. Nous allons étudier d'abord à Valence pour la préparation d'entrée dans les écoles d'ingénierie. Bon, je crois que ce sera à Grenoble. Nous allons étudier l'ingénierie en mine. Au cours de notre cursus, il suffit de suivre les indications qu'ils vont nous donner, mais ce qui est sûr, nous allons nous battre pour pouvoir relever le défi parce que c'est un défi qui se pose à nous tous 5 qui sont là. Donc je suis sûr que nous allons pouvoir le faire et après venir servir bien sûr le Mali. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a prodigué des conseils aux futurs cadres du Mali. Aux étudiants boursiers de cette 13e promotion, je leur demande de prendre exemple sur leurs prédécesseurs pour honorer la nation malienne en méritant des valeurs de discipline, d'abnégation et de culture d'excellence. Vous devez constamment avoir à l'esprit que la crise que connaît actuellement notre pays doit être un facteur de combativité, d'innovation et non de découragement, aux côtés du fait que vous laissez ici sur place parents, amis et connaissances. La cérémonie a enregistré, outre la famille de l'éducation, les parents des nouveaux boursiers. Tous sont venus soutenir et encourager ces élèves. Il faut souligner que le programme de son démarrage à nos jours a formé 198 cadres maliens. Et nous avons ce communiqué. L'Assemblée nationale du Mali a appris avec une grande tristesse l'occupation de la ville de Douanzan par le Moujao ce dimanche 2 septembre 2012, après le départ du MNLA de cette ville. Face à cette situation, l'Assemblée nationale du Mali, tout en manifestant toute sa solidarité avec les populations des régions occupées, déplore cette nouvelle agression et demande au gouvernement de prendre sans délai toutes les dispositions en vue d'une intervention rapide avec l'appui de la communauté internationale CEDEAO, UA, ONU pour la libération totale du pays. Le ministre de la Culture et les professionnels du domaine en conclave, il s'agit pour eux de dégager les voies et moyens afin d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur. Au terme des échanges, on retient un chantier majeur, la biennale artistique et culturelle prévue en décembre prochain à Mopti. Alpha Maïga. Si la culture s'évaluait en espèces sonnantes et trébuchantes, le Mali serait assurément l'un des pays les plus riches du monde, disait un éminent homme de culture. Les autorités maliennes, elles aussi, sont conscientes de la richesse culturelle du pays. L'une des preuves, c'est cette rencontre des différents acteurs culturels initiée par le département. Il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur. La culture est un aspect important du développement. Parce que c'est partir de la culture et c'est elle en fait qui permet à l'homme que nous sommes, individuellement, collectivement, ensemble et avec nos différentes variétés de culture que nous avons au Mali, de savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous partons. La rencontre se tient au moment où notre pays traverse une crise profonde, une crise qui n'épargne aucun domaine. Il appartient à chacun de nous, dans son domaine,
d'essayer de voir quelles sont les solutions que nous pouvons apporter, mais surtout les perspectives de sortie de crise. Au terme des échanges, on retiendra que le seul grand chantier en attente est la biennale artistique et culturelle prévue en décembre à Mopti. Le ministère de la Culture, ce sont 4 services centraux, 5 services rattachés, 7 organisations personnalisées, 3 grands projets, le tout pour un effectif de plus de 700 agents. Et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Diallo Deyjama Mankatra, a réuni les membres de son cabinet élargi pour examiner la version réduite du projet de feuille de route du gouvernement pour la transition politique. La réunion avait pour but l'information, l'appropriation et l'organisation du suivi interne de la mise en œuvre. À l'issue des interventions, le ministre Diallo Deyjama Mankatra a engagé les responsables du département pour une bonne exécution de la prochaine feuille de route. Les responsables de la coalition Mali Leadership Gestion de Presse ont tenu hier une conférence. Le but est de faire connaître non seulement la coalition, mais aussi encourager les patrons de presse à y adhérer. Les responsables ont mis à profit cette rencontre pour donner les résultats de la première rencontre qui s'est déroulée à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette rencontre a regroupé tous les pays membres de l'espace UEMOA ainsi que la coalition panafricaine d'associations de promoteurs et gestionnaires de médias basés au Kenya. Fatmata Kone, reportage. Pour bien gérer son entreprise de presse, il faut avoir certaines notions de base. Parmi ces notions figurent le leadership, la gestion, la bonne gouvernance. Pour améliorer ces aspects de la communication, Initiative des médias d'Afrique AMI, en partenariat avec l'Institut pour la démocratie et l'éducation aux médias IDM, a initié un projet intitulé Coalition LGP, Leadership pour la gestion de la presse. C'est à travers d'abord cette conférence de presse qui nous a permis d'expliquer le concept de LGP, le leadership dans la gestion des entreprises de presse, expliquer comment est-ce que le Mali peut adhérer et qu'est-ce que les entreprises de presse qui y adhéreront pourront y gagner et qu'est-ce qu'à la limite la presse malienne et le pays même peut gagner en adhérant à cette plateforme qu'on appelle le LGP. Le but, c'est d'encourager les responsables de presse à y adhérer. Le conférencier a également donné les résultats de la première rencontre de la coalition qui s'est tenue à Ouagadougou. Elle avait pour thème « Leadership et principes directeurs pour les propriétaires et dirigeants des médias d'Afrique ». C'est principalement le leadership dans la gestion des entreprises de presse, la gouvernance dans la gestion des entreprises de presse, c'est-à-dire comment gérer une bonne entreprise, et les techniques de gestion d'une bonne entreprise de presse, comment associer les employés et les employeurs, comment mettre au courant, c'est-à-dire comment rendre notre entreprise de presse transparente. Au cours de la conférence, les questions des journalistes sont portées sur le choix du lieu de la première rencontre, les conclusions de la rencontre de Ouagadougou, le rôle que doit jouer le LGP, entre autres. Le président de la Banque mondiale est en tournée africaine. Première étape, la Côte d'Ivoire. Une occasion pour le président Ouattara de demander le doublement de l'aide allouée à son pays, soit 500 millions de dollars de plus par an. Jim Yong Kim n'a pas donné de réponse, mais les observateurs estiment que l'institution financière est favorable à cette demande, vu le potentiel économique de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Président de la Banque mondiale depuis juillet dernier, Jim Yong Kim a réservé sa première tournée au continent africain et sa première étape à Abidjan. Un soutien de poids pour le président Ouattara qui est confronté aux séquelles de la grave crise politico-militaire de 2010-2011. Un allègement de dette de 4,4 milliards de dollars a déjà permis au pays de renouer avec la croissance, mais le président ivoirien demande plus. Que vous puissiez également avoir beaucoup plus de flexibilité, plus de souplesse dans le mode d'intervention de votre grande institution et que les montants donc, alloués à la Côte d'Ivoire soient augmentés de manière substantielle. Précisément 500 millions de dollars par an, soit le doublement de l'aide actuelle. À l'issue des visites d'un centre de formation qui accueille d'anciens combattants, d'un parc industriel réservé aux petites et moyennes entreprises, le président de la Banque mondiale n'a pas caché son optimisme. Je suis ici parce que je crois en ce pays, aux habitants de ce pays, je crois en ses dirigeants, je crois à l'avenir de la Côte d'Ivoire.
Aucune réponse n'a été apportée à la demande ivoirienne, mais le pays représente 40% de l'économie régionale et doit retrouver son rôle moteur. Un argument de poids pour l'institution internationale. Jim Yong Kim a quitté Abidjan pour l'Afrique du Sud. Aux États-Unis, elle est la vedette, l'icône de ces 6000 délégués démocrates qui ont fait le déplacement pour la convention du parti. Il s'agit de Michelle Obama, la première dame des États-Unis, adulée par tout un peuple. C'est elle la première qui dévoile les espoirs de son mari par rapport à ce qu'il veut réaliser pour son pays lors de son second mandat. Écoutée par tous, ses fans la décrivent comme une femme hors du commun. Il y avait de la joie dans l'air mardi à l'ouverture de la Convention nationale du Parti démocrate américain. 6000 délégués réunis à Charlotte en Caroline du Nord pour confier formellement à Barack Obama la tâche de les mener à la présidentielle. L'un après l'autre, les intervenants à la tribune ont salué en lui un défenseur de la classe moyenne, contrairement à son adversaire, l'homme d'affaires multimillionnaire Mitt Romney. Julian Castro, le jeune maire hispanique étoile montante du parti, dépeint comme la version latino de Barack Obama, s'est vu attribuer l'un des discours phares de la Convention. Il a précisé l'enjeu, selon lui, de ces élections. C'est un choix entre un pays où la classe moyenne paie plus, afin que les millionnaires puissent payer moins, et un pays où chacun paie sa juste part pour qu'on puisse réduire le déficit et créer les emplois de l'avenir. La vedette de la soirée, ce fut bien sûr Michelle Obama. Plus populaire que son mari, la première dame a cherché à recréer la magie Obama sans jamais mentionner le nom de Mitt Romney. Barack connaît le rêve américain parce qu'il l'a vécu. Et il veut que tout le monde dans ce pays, que tout le monde ait les mêmes chances, peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, à quoi nous ressemblons ou qui nous aimons. Je pense que Michelle Obama a mis le feu à la salle. Avec sa sincérité et certainement sa passion pour son mari, mais aussi à propos du travail qu'il reste à faire. Elle a insisté sur l'esprit d'un pays qui essaie de trouver son chemin à travers certains défis réels et les vrais problèmes. Le point d'orgue de cette convention, ce sera jeudi soir quand Barack Obama prononcera son discours d'investiture. Les démocrates ont moins de 9 semaines pour convaincre les électeurs américains que leur pays se porte mieux avec les Obama à la Maison-Blanche. Retour ici au Mali, mais avant, notez que nous allons reprendre le Conseil des ministres en fin de ce journal. L'international footballeur malien Seydou Keita, Seydou Blin, vient de manifester sa générosité et sa solidarité avec 2 structures d'aide aux enfants. Il a fait don de sacs de riz, de sucre et de lait à la pouponnière de Bamako-Koura et aux enfants du village SOS de Sanankoroba. En remettant à ce don, l'international malien s'est dit très fier de servir son pays et de venir surtout en aide aux enfants en situation difficile. En retour, les enfants du village SOS de Sanankoroba ont offert un ballon de foot à leurs visiteurs. Autre geste de solidarité, celui du chef de l'exécutif régional de Sikasso, qui est allé à la tête d'une forte délégation apporter soutien et assistance aux victimes des inondations qui ont touché particulièrement les quartiers de Koko et Wala dans la commune urbaine de Koutiala et les villages de Chiangoro et Mouya Akouri. Le gouverneur Ibrahima Fefe Kone, après avoir visité les zones sinistrées et les personnes affectées par ces calamités, a offert 5 tonnes de riz et 5 colis d'habillement à la commune de Kouri, 10 tonnes de vivres et des vêtements à celle de Koutiala. Je vous rappelle que ces pluies diluviennes se sont abattues sur les secteurs de Koutiala et Yorosso le 1er septembre dernier. Voilà. Aide et assistance du chef de l'exécutif régional de Sikasso. En première région, distribution de vivres aux déplacés du Nord vivant dans le cercle de Caille, une action du programme alimentaire mondial PAM à travers l'ONG Association d'appui aux actions de développement rural ADR. 27 tonnes de vivres ont été distribuées à plus de 500 personnes qui ont été officiellement recensées dans le cercle de Caille. Ces vivres sont composés de sacs de sorgho, de boîtes de petits pois, de sacs de super céréales, de cartons d'huile et de sacs de sel iodé. Le préfet du cercle de Caille, Sadio Keita, a remercié le PAM pour ce geste de solidarité à l'endroit des déplacés du Nord.
Suite à l'agression portée sur des agents de l'agence MoneyGram Banakabuku en commune 6 du district de Bamako, le commissariat de police du 7e arrondissement vient de mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette agression. Ils sont 4, tous spécialisés dans le vol à main armée et dans le braquage. Tchemoro Kounate est allé voir. Fin de cabale pour ces bandits de grand chemin entre les mains des forces de sécurité du commissariat de police du 7e arrondissement du district de Bamako. Il s'agit de Haruna Diara, le chef de la bande juriste de formation, et de Sekou Wagé, comptable de formation, tous domiciliés à Kalabankroua. Ces individus font partie d'une bande de 4 malfrats se faisant passer pour des militaires. Les points d'opération sont généralement les agences de MoneyGram. La dernière en date qui a abouti à leur arrestation le 29 août dernier, c'est celle de l'agence de Banangabou en commune 6. Avant l'intervention des forces de sécurité, ils avaient été sérieusement passés à tabac par une foule révoltée. Ils viennent à un moment où la clientèle est rare. Un se met à la porte pour essayer de distraire. Pendant ce temps, ils ont fermé la porte sur eux. Alors il y a le vigile, il y a le caissier. Donc, il faut tout de suite neutraliser le vigile. Et maintenant, aller vers le caissier ou la caissière. Interrogé, le chef de la bande a déclaré avoir reçu la tenue d'un militaire qui, au dire du commissaire, sera entendu dans les jours à venir. Cette arrestation fait suite à de nombreux forfaits perpétrés, dont les plus récents se sont déroulés aux agences de Daoudabougou, Tomikorobougou et Nyamakoro. Vous avez vu la Tour d'Afrique. Vous avez vu le Canari. Il y a plusieurs trous. Vous avez vu les mains pour boucher ces trous. Ça veut dire tout simplement, si tous les Maliens acceptent de se donner la main avec les forces de sécurité, beaucoup de crises aujourd'hui qui secouent notre pays auront leur solution. Les autres éléments du groupe, Kader Touré et Papa Laïdjakté, sont en fuite. En attendant de les mettre hors d'état de nuire, ces deux appréhendés ont été déférés ce mardi au tribunal de la commune 6 du district de Bamako. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contracteurs des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal, payés sur le budget d'État et sur billettage, que 2 pôles sont retenus pour le paiement des salaires du mois d'août 2012. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront demain jeudi 6 et vendredi 7 septembre 2012 à partir de 9 h dans les points suivants. Les SICA, fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales de la région de Tombouctou. Le lycée Askia Mohamed, fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales de la région de Gao. Le lycée Ba Aminata Diallo, fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales de la région de Kidal. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements débuteront le lundi 10 septembre 2012 à partir de 9 h et jours suivants, mardi, mercredi et jeudi, au gouvernorat de région. Le directeur général du budget sait compter sur la bonne compréhension de tous. Et maintenant, une question. Savez-vous en quelle date le dernier soldat français a quitté le sol malien? Eh bien, c'était le 5 septembre 1961. Il y a de cela 51 ans. Une avenue porte même ce nom. Il s'agit de l'avenue qui se trouve entre le monument de l'indépendance et celui de la paix. À ce propos, suivons plutôt le récit du colonel-major Sega Sissoko, le directeur du musée des armées du Mali. Il est au micro de Boubacar Sissoko. C'est à cette date que le dernier soldat français a quitté le territoire national. Suite à la déclaration politique du président Modibo Keïta le 20 janvier 1961, la France a décidé de programmer l'évacuation des bases qu'elle entretenait au Mali. Le 8 juin, la base 13 de Kati a été évacuée. Le 8 juillet, la base aérienne de Tissarit. Le 3 août, la base aérienne de Gao. Et le 5 septembre 1961, la base aérienne de Bamako qu'on appelle communément la base 162. Cette cérémonie a débuté et a duré 45 minutes le matin. Maintenant, dans l'après-midi, il y a eu maintenant une déclaration politique, un discours politique
du secrétaire politique de l'époque, M. Drissa Diarra, qui a réuni aussi l'ambassadeur de France et tous les journalistes, la permanence du parti, pour leur expliquer la portée politique de cette cérémonie. Et dans le discours qu'il a prononcé, il a fait allusion à tous ceux qui ont combattu avec honneur pour l'intégrité territoriale du Mali. Pendant que cette cérémonie se déroulait, les troupes françaises partaient définitivement du territoire national, et à savoir les camions ont quitté pour Ouagadougou et les avions ont quitté pour Dakar. Cette base s'appelait la base 62. Nous avons une place d'armes qui était la place d'armes de la base 162, qui est maintenant la place de Génie, qui a été retapée et requinquée il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et c'est aujourd'hui une fierté pour notre armée. J'ai été fier de voir l'armée nationale encadrée par les Maliens, l'armée nationale composée de nationaux. Il n'y avait pas de Français, il n'y avait pas autre chose. Donc les gens n'étaient pas habités, ils n'avaient jamais vu ça. Et en 1962 maintenant, cette rue fut baptisée en souvenir de cette journée symbolique du 5 septembre 1961. Aujourd'hui, nous regrettons que ce symbole soit dans les oubliettes, parce que les gens qui passent par, peu de gens au passage voient cette plaque qui nous rappelle une journée glorieuse de notre histoire. Voilà, c'était là un saut dans l'histoire avec le colonel-major Sega Sissoko, le directeur du musée des armées du Mali. Allez-y au musée, il y a beaucoup de choses à découvrir. L'association des journalistes sportifs du Mali a organisé cet après-midi une journée de soutien aux aigles du Mali. Cette conférence avait pour but d'encourager la presse sportive dans son devoir de mobilisation et d'incitation à un bon comportement lors du match de samedi contre le Botswana. Amara Mali Diallo nous en parle. C'est une journée de sensibilisation organisée par l'Association des journalistes sportifs du Mali à quelques encablures du match de samedi contre les aigles du Botswana. Journée de sensibilisation dans un contexte particulier puisque c'est le premier match à domicile de l'équipe nationale après les événements que le pays a connus et la délocalisation du match contre l'Algérie à Ouagadougou. La présente journée est une opportunité pour chaque acteur de notre discipline reine de s'engager dans la même direction en faisant une union sacrée avec grand U autour de la sélection nationale. Concernant la presse sportive, elle ne restera pas en marge. Dans son intervention, le ministre de la Communication dit mesurer toute la responsabilité de la presse dans le traitement de l'information autour de l'événement. La communication sera ce que vous en ferez. Qui dit communication dit cet outil redoutable et précieux qu'est la parole. Je mesure avec vous tous toute la responsabilité qui sera la nôtre lors de cet événement majeur que constituera le match Mali-Botswana de samedi. Ce peuple, qui est le nôtre, a en face de nombreux défis. Le premier responsable du département de la jeunesse et des sports s'est également appesanti sur le rôle de porteur de messages de la presse sportive. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est pleine de signification pour mon département, car elle répond à un de nos soucis majeurs, à savoir la sensibilisation et la mobilisation de la population malienne en vue d'une large participation à la pratique du sport et au développement des différentes disciplines sportives. Votre initiative à l'occasion de la rencontre de football Mali-Botswana du 8 septembre 2012, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, a d'autant plus de portée qu'elle se passe à un moment où notre pays est regardé, jugé et souvent indexé eu égard à la situation particulière que nous vivons. L'Association des journalistes sportifs du Mali, dans sa mission de mobilisation et de conscientisation, ouvrira certainement avant l'échéance de ce samedi d'autres tremplins d'expression allant toujours dans le sens du respect de l'autre. Et notez également que pour soutenir l'association des journalistes sportifs du Mali, dont le siège a été cambriolé la semaine dernière, l'international malien Seydou Keita lui a offert 5 ordinateurs. Toujours concernant le match de samedi, les commissions en charge de la billetterie et de la sécurité ont rencontré aujourd'hui au siège de la Fédération malienne de football les hommes de médias. Objectif, échanger sur les mesures à prendre pour le match Mali-Botswana de samedi prochain. Abdul Karim Kaba.
C'est devenu une tradition. À la veille de chaque grand match, les commissions billetterie et sécuritaires rencontrent la presse pour communiquer sur les dispositions à prendre. Le match Mali-Botswana, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2013, n'a pas fait exception à la règle. Pour ce match, compte tenu de la situation que traverse le Mali, des mesures ont été prises. Sur le plan sécuritaire, on a vraiment renforcé les capacités et les effectifs du maintien d'ordre. Parce que les aspects sécuritaires aujourd'hui, nous sommes un peu dans le collimateur de la CAF. Nous avons déjà pris les dispositions pour que le match puisse se dérouler dans les conditions les meilleures, sans incident et sans problème. Pour les gradins, 40 000 billets seront confectionnés. Si tous les billets de toutes les loges et des gradins sont vendus, ils apporteront 50 millions de francs CFA. Ces billets varient entre 10 000 et 1 000 francs CFA selon la loge. À l'exception des porteurs d'uniforme en tenue correcte, des hommes de médias menus de leurs cartes, des anciens internationaux et arbitres, tous les autres spectateurs paieront pour entrer dans les stades. Faut-il les rappeler, Mali-Botswana, c'est ce samedi 8 septembre 2012 à partir de 17 h au stade du 26 mars. L'ouverture du stade est prévue pour 14 h. Football toujours, fin hier de la saison 2011-2012 du championnat national avec le match en retard de la 29e journée. Stade malien de Bamako, 11 créateurs de Nyarela. Les Blancs de Bamako ont gagné 3-2. Siragatou Sissé tire le bilan de la saison. Reporté en son temps pour cause de pluie, le match au Stade malien de Bamako, 11 créateurs de Nyarela de la 29e journée en retard a été finalement programmé. Victoire du Stade malien 3-2. Mahamoud Bessissé des 11 créateurs a pourtant donné le ton à la 20e minute, avant que Moussa Diango Koulibaly n'égalise à la 45e minute. Moussa Diawara 52e minute et Mohamed Cheikh Chérif Doumbia 63e minute côté Stadis marque les 2e et 3e buts. Mamadou Soro 66e minute sur penalty et réduit le score à 3-2 pour les 11 créateurs. En jetant un regard dans le rétroviseur du coup d'envoi de la saison 2011-2012, le 11 décembre à la clôture ce 4 septembre, 480 matchs ont été joués pour 547 buts. À la phase aller, 225 buts ont été inscrits et au retour, 322. La journée la plus prolifique en buts a été la 17e avec 28 réalisations. La journée la moins prolifique, la 9e, 8 buts. La meilleure attaque est celle du Stade malien de Bamako, 74 buts marqués. Le Djoliba AC possède la meilleure défense, 9 buts encaissés. La plus mauvaise attaque est attribuée au CSK, 16 buts marqués. L'AS Police a la plus mauvaise défense, 55 buts encaissés. Le titre de meilleur buteur de la saison revient à Ousmane Sissé du Stade malien de Bamako, 20 buts, suivi de Lassana Diarra Assom, 17 buts, et Boubacar Bangoura Djoliba AC, 15 buts. Avec 74 points, le Djoliba AC invaincu en 30 journées est sacré champion. Les Rouges décrochent au passage leur 13e titre de l'histoire. Le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako 2e joueront à cet effet la Ligue africaine des champions. L'Union sportive de Bougouni, vainqueur de la Coupe du Mali, et les 11 créateurs de Nyarela, finalistes malheureux, représenteront notre pays en Coupe de la Confédération. Sur un autre registre, le Sigi de Caille, 14e, 26 points, le Stade malien de Sikasso, 15e, 24 points, et l'AS Police, 16e, 19 points, sont descendus en 2e division. Pour les remplacer, l'Office du Niger Sport de Ségou, Atar Club de Kidal et l'Union sportive des forces armées et de sécurité du Mali, USPAS, sont montés en Ligue 1. Vivement la prochaine rentrée. Un reportage signé Siragatou Sissé. Je vous le disais tantôt, Ibrahima Djomeli est de retour sur ce plateau pour nous livrer, encore une fois, le Conseil des ministres d'aujourd'hui. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Niania Alou Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir et nous vous présentons toutes nos excuses. Un petit problème de son nous a fait rater le début de ce Conseil des ministres, alors c'est avec plaisir que nous reprenons à votre intention ce communiqué. Alors, nous rappelons que le Conseil des ministres s'est donc réuni en session ordinaire ce mercredi 5 septembre 2012 dans la salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République par intérim, son Excellence M. Dionkunda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications et procédé à des nominations. Au chapitre des mesures individuelles,
Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget. Secrétaire général, Abdoulaye Touré, inspecteur des finances. Directeur général des impôts, Djonké Diarra, inspecteur des services économiques, directeur général des douanes. Moumouni Dambélé, inspecteur des douanes, directeur général de l'administration des biens de l'État. Boubacar Kardigué Koulibaly, inspecteur des impôts. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, conseiller technique, Ahmed Mohamed Yahya, administrateur civil. Chargé de mission, Cheikh Oumar Dambélé, juriste. Au titre du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, chef de cabinet, Ousmane Kone, ingénieur, conseiller technique, Sidi Aïdara, contrôleur général de police. Au titre du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, conseiller technique, Madame Si Awa Diallo, administrateur civil, chargé des missions, Abdul Karim Kone, informaticien, Madame Awa Touré, gestionnaire. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire, chef de cabinet général de brigade, Mamadou Balo. Conseiller technique, Ali Diop, planificateur, Mamadou Wan, ingénieur des constructions civiles, Famoussa Bamba Sissoko, magistrat chargé des missions, Amadou Mahaman Sango, journaliste et réalisateur, Yiriba Diara, administrateur civil. Au titre du ministère, au titre des communications, pardon, au titre de la présidence de la République, commissariat à la sécurité alimentaire. Le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la situation alimentaire et à l'évolution des prix des produits agricoles. S'agissant de la situation alimentaire d'une manière générale, la situation alimentaire s'est améliorée dans l'ensemble du pays, de même que les conditions générales du cheptel, l'amélioration de la production primaire de la biomasse fourragère à travers le pays a également favorisé l'augmentation de la production laitière, contribuant ainsi à améliorer l'alimentation des populations pasteurs. Si pour les populations déplacées du Nord vivant dans les camps, la situation alimentaire est acceptable, pour celles vivant en dehors des camps, la situation alimentaire est tributaire des moyens des personnes déplacées et des familles d'accueil. Le gouvernement a décidé de reconstituer les stocks nationaux de sécurité et de poursuivre la distribution alimentaire gratuite aux populations en détresse dans la région du Nord et dans le cercle de Douanza à travers les organisations humanitaires, s'agissant des prix des produits agricoles. Les prix pratiqués au détail placent notre pays en position de médiane pour toutes les céréales. Au titre du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, le entendu une communication relative aux mesures envisagées et suite à l'éboulement survenu à Sikoro, sur Akabougou, en commune 1 du district de Bamako. Suite à l'éboulement de la colline sur des bâtiments à Sikoro ayant entraîné la mort de 4 personnes, le gouvernement a procédé à l'identification des zones à risque d'éboulement et au recensement des familles concernées. Le Conseil des ministres a décidé d'installer provisoirement les 144 familles identifiées à un endroit approprié. Un site sera identifié dans un délai de 3 mois pour leur recasement. C'était donc là le retour sur la lecture du Conseil des ministres de ce soir. Merci Ibrahima. Et avant de refermer ce journal, une nouvelle triste. La mort vient de frapper dans les rangs des anciens de la diplomatie malienne. Tidjani Guissé, ancien ambassadeur, nous a quittés à 76 ans. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sotuba. Adama Koulibaly, reportage. Il s'appelait Tidjani Guissé, né en 1936. Après des études primaires à Ségou, sa région natale, M. Guissé a fait des études supérieures au Sénégal avant d'entamer sa carrière diplomatique. De 1961 à sa retraite, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Chef de cabinet du président Modibo Keïta, conseiller diplomatique du président Moussa Traoré, ambassadeur du Mali en Chine, dans l'ancienne Union soviétique, en Yougoslavie, au Sénégal et en Algérie. Il a reçu plusieurs distinctions. Commandeur de l'Ordre national du Mali, de l'Ordre national du Lion du Sénégal, la Légion d'honneur française. Et c'est un grand serviteur du Mali. Toute sa vie, il l'a dédié au Mali et au peuple malien. Je retiens de lui un homme sérieux,
un patriote, un père de famille exemplaire, un compagnon qui est toujours prêt à dire la vérité, à donner le bon conseil. Ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est connaître soi-même et aimer son pays. Ceux qui sont en activité dans la diplomatie malienne trouvent que ce défunt M. Tidjani Guissé est parmi ceux qui ont frayé la piste de la diplomatie malienne. C'est une légende qui vient de disparaître. M. Guissé a été de tous les combats du Mali. C'était ce qu'on appelait les pionniers de la diplomatie malienne. Ceux qui ont posé le jalon avec le président Modibo Keïta. À 76 ans, M. Tidjani Guissé s'en va en laissant une veuve et 5 enfants. Que son âme repose en paix. Amen. Sur ce prend fin ce journal. Tout de suite, la météo avec Abdoulaye Keïta. Demain, 20h, vous serez avec Aoué Touré. Merci à vous qui nous regardez de la Belgique, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne et partout ailleurs à travers le monde. Et retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et bonsoir.